Ça renvoie à la communauté internationale, à cette capacité, à un moment donné, d'aller au-delà de cette période d'urgence, de post-urgence immédiate, là, qui est très rapprochée. Et ça dépasse complètement la responsabilité des ONG. Que les ONG participent à ça, dans la suite, certainement, mais sans État, on va retomber demain dans la même situation en pire. On peut l'imaginer et regarde l'impact du séisme, qui était celle du pays, et notamment de Port-au-Prince, précédemment. François, dans un autre moment où on s'était rencontrés, avait notamment, si je ne fais pas d'erreur, souligné que peut-être une des mesures qui a été mise un peu de côté par le système de l'aide sur Haïti, c'était de prendre la décision de renforcer les capacités de l'État immédiatement, peu importe ce qu'on pense de l'État haïtien, mais se dire qu'à côté de l'argent mis à disposition d'opérations de secours nécessaires, il fallait aussi que les États prennent la responsabilité, assument désormais, d'une certaine manière, d'avoir des lignes budgétaires allant directement vers le support aux capacités de l'État. Alors, Haïti, c'est l'exemple extrême. Hein. L'État était déjà défaillant avant, il est à terre, 20 000 fonctionnaires décédés, et puis on pourra en rajouter, hein, plus la corruption et le reste. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une vraie question. C'est une vraie question sur, pas simplement pour Haïti, pour la suite, pour d'autres situations. Donc la question de l'État, pour moi, elle me paraît centrale, parce qu'autrement, on est dans la privatisation des fonctions de l'État, que ce soit par le biais des ONG, ou des Nations Unies, ou d'une sorte de privatisation des services civils publics par les bailleurs internationaux qui contractent à la place de l'État. Il est défaillant, donc contractons. Et je pense qu'il faudrait regarder d'autres situations. C'est marrant, je vais prendre un truc qui n'a rien à voir, mais ces systèmes de consortium dont on parlait tout à l'heure, et les questions qu'ils posent sur le phénomène massif de certaines interventions. Quand on voit ce qui a été fait notamment en République démocratique du Congo sur le déploiement, cette approche de santé par région, en poussant les ONG à assumer la reconstruction du système de soins et en assumant 120, 200, 300 structures de santé. Eh bien, si on regarde 4 années plus tard, c'est un échec. Donc on ferait bien, ça serait intéressant de faire le lien entre ce qui se passe dans le domaine, entre guillemets, hein, du développement en RDC sur un certain nombre de régions où les ONG et un certain nombre d'acteurs, pas simplement humanitaires, ont été poussés à se substituer complètement à l'État. Il faudrait regarder ce que ça donnera dans le domaine de l'urgence. On est quand même un certain nombre à être troublés sur un certain nombre de situations d'urgence face à des catastrophes massives, de voir la limite un peu de ce supposé déploiement massif, technique, standardisé, parce qu'il ne prend pas toujours en considération les intérêts des populations. Il vient colmater d'une certaine manière une brèche, mais on sait déjà que c'est temporaire, et la question de la dépendance, elle est posée derrière. Donc il faut se poser la question, c'est pas nouveau. Je pense que c'est pas nouveau et que c'est pas pour autant qu'il faut disqualifier le travail des organisations. Maintenant, il faut réviser un certain nombre de modes opératoires, à mon sens. Parce qu'il y a une revendication dans les États, dans les pays dans lesquels on intervient, qui est très claire. C'est pas l'humanitaire d'il y a 20 ans. Il y a des élites, il y a des gens éduqués, il y a des compétences, il y a des organisations déjà constituées, si tant est qu'il y a eu un minimum de liberté assumée dans ces États-là. Et il y a une revendication de les aider à faire, de faire avec eux et de les autonomiser. Donc ça va, à mon avis, profondément changer certains modes opératoires et l'attitude des organisations. François, c'est de l'eau à votre moulin, ça, je crois. Oui, peut-être trois points. Alors, prends le micro. Oui, peut-être trois points. Le premier, c'est vrai qu'un des paradigmes nouveaux qui est en train d'arriver, c'est que pendant très longtemps, les humanitaires ont essentiellement regardé les besoins. Ils faisaient des need assessments, on a développé des méthodologies de plus en plus sophistiquées. On commence à voir, et Haïti l'a soulevé, l'importance de faire une analyse des capacités existantes. Ce que tu soulignais sur notre proposition, en fait, quand on est arrivé sur Haïti un mois après, on a vu que les UN, les ONG, tout le monde tout le monde s'était fait son analyse des besoins et tout le monde se construisait sa propre capacité. Et qu'il n'y avait rien qui était fait. Le ministre de la Santé, il était en bicyclette, il courait dans la ville pour essayer de chercher de la bouffe et une machine à écrire pour sa secrétaire. Or, c'était lui qui était supposé contribuer à la coordination du système de la réponse dans le domaine de la santé. Et donc, rien n'a été fait avant la fin mars, pour commencer à dire « Oh là là, on a des autorités nationales, on voudrait leur demander plein de trucs, on leur a rien demandé, on les a laissés tomber.
Et maintenant, on voudrait qu'ils nous aident et ils commencent à faire la gueule, en fait. Et une partie des problèmes qu'il y a maintenant, c'est que les autorités ont été très vexées et d'avoir été tellement laissées de côté. Maintenant, quelque part, ils se vengent. Voilà. Donc c'est un truc qu'on dit, donc nous on dit, dans un truc comme ça, très vite, analyse des capacités des acteurs et éventuellement identification du moyen pour y répondre si on a envie de les aider dans leur rôle. Donc ça, c'est un premier point. Alors, c'est évidemment pas aux ONG humanitaires de faire ça. C'est aux acteurs, aux bailleurs bilatéraux, c'est à DFID, c'est à la coopération française, c'est à la coopération suisse, c'est à des acteurs dont c'est le mandat, de travailler avec l'État, mais ça devrait faire partie de la palette globale de réponse à ce type de situation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que un des grands dangers un petit peu dans ce que tu as mentionné, Christian, c'est le mélange entre humanitaire et urgentiste. Urgentiste, ça se réfère à des actions à faire dans le temps. Ça doit être fait très vite. Les humanitaires travaillent sur des contextes de crise et qu'éventuellement, si cette crise dure, ça peut les amener à faire des tas de choses qui ne sont pas nécessairement la réponse de l'extrême urgence, mais qui sont des choses adaptées aux besoins de la crise qui dure. Et je pense qu'il faut être urgentiste. L'urgence, c'est un paradigme de temps. Humanitaire, c'est un paradigme contextuel par rapport à une situation de crise. Et développement, c'est ce qu'éventuellement on fait quand théoriquement il n'y a pas de crise. Je crois que c'est très important parce que si on mélange, à ce moment-là, en effet, on se met à peut-être mélanger et qu'on peut avoir dans une crise qui dure des acteurs humanitaires qui font des choses qui ont le goût, l'odeur du développement, mais qui sont simplement une action pour soutenir une population dans la détresse dans un contexte de crise qui dure. Je crois que c'est un point qui est important. Et alors en ville, c'est évidemment extrêmement crucial. Dans une ville dévastée, où je me rappelle, puisque moi aussi j'ai eu quelques années au CICR, quand on travaillait sur Sarajevo, la remise en place de l'accès à l'eau et de l'accès au gaz pour les populations de Sarajevo, c'était complètement de l'action de développement. Il fallait remettre en place des systèmes de tuyauterie, des systèmes d'approvisionnement, etc., des systèmes de paiement pour que les gens puissent eux-mêmes payer à la centrale de distribution. Donc ça avait tout du développement, sauf que c'était dans une ville en siège. Donc c'était un acteur humanitaire qui, de façon complètement légitime, faisait ça. Et puis le dernier point, nous on a fait donc pas mal d'évaluations sur Port-au-Prince et sur Haïti en général après le séisme. Et en effet, on est arrivé à une conclusion assez proche de ce que tu viens de dire, Pierre. Les ONG qui font du bon travail, c'est des ONG qui sont capables d'avoir une réflexion niche. Hein, on a vu, je vois PU là-bas, travailler sur Première urgence. Première urgence, travailler sur les hauts de Martissant, des endroits très difficiles où personne ne voulait aller. Eux, ils s'y sont installés, ils ont travaillé, et voilà. C'est pas grand monde, c'est pas une grande zone, c'est pas un endroit très visible, parce qu'en plus, pour la MINUSTAH, pour les UN, c'est un peu zone rouge. C'est un travail de niche essentiel, et qu'on a vu qui était plutôt bien fait. Et il y a d'autres acteurs, voilà, et c'est vrai que c'est peut-être, si on regarde un peu la carte des acteurs sur Port-au-Prince, on s'aperçoit qu'une grande partie des grands acteurs anglo-saxons sont sur les endroits faciles et là où on voit les AMI, les handicaps, c'est vraiment dans les endroits difficiles d'accès, difficiles de sécurité, et dans lesquels il y a tout un savoir-faire autour de la niche, sur lesquels il faut travailler en disant voilà, on va pas faire du scaling up, on va pas faire du massif, on va travailler sur des endroits où, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, on va pouvoir, ou parce que c'est par rapport à des populations très particulières, on va pouvoir cibler et faire plutôt de l'orfèvrerie que de la production de masse. Et là, on trouve des choses tout à fait intéressantes qui ont été faites. Et ben voilà un nouveau concept, donc l'humanitaire de niche, donc à méditer. Je me retourne quand même du côté du CICR avec Patricia. Où sont à vos yeux, vous venez d'entendre un peu le point de vue là, des ONG, où sont à vos yeux les limites aujourd'hui de toutes ces questions? Pour des acteurs humanitaires, pour le CICR, ce n'est pas l'approche niche qui prédomine. Mais disons, on a fait depuis très longtemps, et peut-être ce n'est pas tellement connu, on a fait de l'urgence et du développement.